Voilà, merci d'être avec nous. Troisième invité ce matin ici à débattre avec les entrepreneurs ici qui sont déjà sur scène et que je remercie. Fabrice Le Sachet, Philippe Pouletti, Éric Malenfer et Paola Fabiani. Merci d'être avec nous. Vous allez interroger notre troisième invité. Je vous demande de l'accueillir chaleureusement puisqu'elle a choisi d'aller à la rencontre des entrepreneurs et des chefs d'entreprise qui sont présents dans cette salle et qui nous suivent aussi via le site medef.fr. Madame Marine Le Pen, s'il vous plaît. Madame Le Pen, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je vais vous préciser le principe et le mode opératoire de cette rencontre avec les entrepreneurs qui sont déjà sur cette scène. Il y aura 4 thématiques qui seront abordées avec 4 questions. 7 minutes de réponse par question. Première thématique, mondialisation et Europe. Deuxième thématique, éducation-formation. La sphère sociale sera la troisième. Et nous terminerons par le financement de l'économie. Il y aura aussi une question sectorielle qui sera posée par une des fédérations depuis la salle. Votre pitch pour commencer, ensuite l'échange avec les entrepreneurs, ensuite un exercice de cas pratique. Une photo apparaîtra que vous ne connaissez pas et vous la commenterez et vous nous direz quelle est la méthode pour traiter le thème en lien avec cette photo. Et puis un pitch de conclusion. En gros, les choses que vous aimeriez que nous retenions ce matin. Je vais vous inviter à venir avec moi parce que j'ai choisi de brosser votre portrait en 3 chiffres. On peut appeler ça des chiffres et des êtres, si vous le voulez bien. Le premier chiffre, 23 milliards. Chiffre fraude, 23 milliards. C'est selon vos calculs le montant de ce que vous qualifiez de fraude fiscale et sociale. Autant d'euros que vous proposez de répercuter sous forme de baisse d'impôts en endiguant cette fraude. Le deuxième chiffre, 2 chiffres multiplicateurs. C'est l'ambition que vous avez pour le tissu économique de notre pays, multiplié par 2 le nombre de TI pour atteindre les 10 000 entreprises en 2022. Puis j'ai mes informateurs, Marine Le Pen, pour le troisième chiffre, qui est un chiffre plus personnel. 5 chiffres handicap. Alors rien à voir avec la politique, c'est votre handicap à cheval. Galop 5, m'a-t-on dit. Quoique en politique aussi, entre ligne droite et course d'obstacles, il s'agit aussi de cravacher pour gagner. Marine Le Pen, que je vous demande d'applaudir, et qui est avec nous ce matin, et qui, pendant 4 minutes, va nous faire son pitch d'introduction. Bien, Monsieur le Président, qui n'est pas là, je crois, mais qui ne va pas tarder, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre invitation et je me réjouis de la possibilité qui m'est ainsi offerte d'échanger avec vous. J'en suis d'autant plus heureuse que le thème qui anime ces matinales, entreprise et politique, est au cœur du problème économique de la France, dans le débat public français, qui plus est en pleine campagne présidentielle, moment important de réflexion sur les orientations stratégiques que doit prendre la nation. Il est toujours compliqué de parler des entreprises sans tomber dans plusieurs pièges. Le premier de ces pièges, c'est de parler de l'entreprise en voulant l'opposer aux salariés. C'est ce que continuent à faire quelques candidats qui ne voient l'entreprise que comme un obstacle à l'épanouissement des travailleurs. C'est également ce que font d'autres candidats en voulant supprimer ou vider de toute substance le Code du travail, considérant que les protections accordées aux salariés nuisent systématiquement à la santé de l'entreprise. De grâce, échappons à ces poncifs et jugeons sévèrement ces 2 extrêmes, parce qu'ils oublient un point essentiel. De plus en plus de salariés et les dirigeants d'entreprise sont conscients des intérêts qu'ils partagent, et je considère que l'opinion publique française a évolué dans le bon sens, s'est réconciliée avec l'entreprise. Quand on leur parle des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises ou encore des ETI, les Français en ont aujourd'hui une image moins dégradée et font davantage confiance à leurs dirigeants. Les Français savent que ce sont elles qui créent de l'emploi. De même que les chefs d'entreprise savent qu'une population paupérisée fera chuter leur carnet de commandes. Le deuxième de ces pièges, c'est de vouloir mettre toutes les entreprises dans le même sac. J'évoquais à l'instant les structures de petite taille ou de taille intermédiaire. Je pense que les problèmes qu'elles connaissent, leurs attentes, leurs besoins ne sont pas les mêmes que celles des grandes entreprises. Ce qui est bon pour une PME de machine-outil de la Mayenne, qui emploie quelques centaines de salariés, n'est pas nécessairement utile pour une multinationale de services présente aux 4 coins du globe et dont la préoccupation principale consiste à pratiquer l'optimisation fiscale. Et j'assume parfaitement de tourner mon projet prioritairement vers les TPE, PME, PMI. Je serai la candidate des TPE, PME et la candidate de l'industrie. C'est un choix que j'assume. Dans mes engagements présidentiels, toute une série de mesures vise à favoriser l'écosystème économique des TPE-PME en privilégiant l'économie réelle.
création d'un guichet unique, généralisation du titre emploi-service entreprise, remplacement du compte pénibilité, fusion des IPR entre 50 et 300 salariés aux compétences inchangées, abaissement lisible et significatif des charges sociales pour les TPE-PME en fusionnant les dispositifs existants et transformation du CICE en allègement de charges qui entrera dans ce dispositif sous condition de maintien d'emploi. J'abaisserai également l'IS en créant un taux intermédiaire à 24% pour les PME. Je prévois aussi des mesures en faveur du financement des entreprises et du respect des délais de paiement. Bref, tout tourne autour de cette strate d'entreprise. Je ne néglige bien entendu pas les ETI, dont le nombre et la part dans les entreprises françaises sont anormalement bas. Nous n'en décomptons que 4600 environ réellement aujourd'hui en France, presque 3 fois moins qu'en Allemagne et 2 fois moins qu'au Royaume-Uni. Mon objectif, vous l'avez rappelé, sera de parvenir à 10 000 ETI à la fin de mon mandat. J'envisage pour cela une mesure supplémentaire par rapport aux engagements qui figurent dans mon projet présidentiel, l'extension du taux intermédiaire d'IS à cette catégorie d'entreprises et le gel de la CFE et des impôts fonciers pendant le mandat. Ces dernières mesures ne sont pas suffisantes pour atteindre l'objectif que je fixe. C'est pour cela que j'en viens au troisième piège que je souhaitais évoquer. Il s'agit de l'extraordinaire déconnexion que parviennent à faire l'ensemble de mes concurrents, ou la quasi-totalité dans cette élection présidentielle, avec l'environnement européen dans lequel baignent nos entreprises, environnement qui les plombe et les empêche de décoller. Pour ma part, et vous le savez, je mets les pieds dans le plat et assume de le dire, dans le contexte économique actuel tel qu'il nous est imposé par les traités européens, le retour de la croissance et de l'emploi ne sont plus possibles. Nous vivons dans une zone économique anémiée, lestée par des choix absurdes qui congèlent toutes les initiatives et empêchent nos entreprises de produire sur le territoire national et d'exporter comme elles le devraient. Ces freins sont l'impossibilité de protéger certains secteurs d'activité, l'impossibilité de maîtriser notre monnaie, l'impossibilité de mettre en œuvre un véritable patriotisme économique. En dehors de la zone euro, ces instruments sont dans les mains des gouvernements. En France, il nous faudra d'abord reconquérir notre souveraineté économique et monétaire. Ceci permettra à nos entreprises de mener la bataille de la mondialisation et de jouer à armes égales pour enfin accroître nos exportations et regagner nos parts de marché perdues, y compris sur le marché intérieur. Il m'apparaît totalement illusoire de réduire les débats économiques actuels exclusivement à des questions fiscales ou encore à des considérations de droit social sur le manque ou l'excès de flexibilité sur notre économie. Tant que les questions essentielles n'ont pas été posées, l'économie française continuera d'évoluer comme elle le fait depuis le début des années 2000. Alors l'entreprise, oui, 1000 fois oui, évidemment oui, mais posons-nous d'abord les bonnes questions, donnons-nous enfin les conditions de la réussite et utilisons ensuite tous les leviers pour leur permettre de croître, de produire, d'exporter et d'employer en France, défendre l'économie réelle et pas la finance des prédateurs, la créativité et pas la cupidité, l'envie de construire et pas l'envie de piller. Voilà mon projet. Marine Le Pen, merci. Venez vous installer avec nous. Nous allons passer maintenant à l'échange avec les entrepreneurs. Échange évidemment constructif avec des questions qui émanent de vous quatre qui êtes avec nous et qui représentez à la fois les PME, les ETI et aussi les grandes entreprises. La première question, Marine Le Pen, concerne la mondialisation. Je vais aller chercher le micro pour que vous puissiez répondre. Mondialisation, et cette question est posée par Fabrice Le Sachet. Il est président d'AREA. On est dans l'ingénierie financière climatique sur le continent africain. Bonjour Madame Le Pen. Ma question a trait à la mondialisation et je souhaiterais l'évoquer par un exemple concret, l'Afrique. Ce continent en pleine mutation est une zone de croissance et d'innovation. Avec près de 2 milliards d'habitants en 2050, dont 600 millions de francophones, l'Afrique est stratégique pour la France. Vous avez évoqué lors de vos interventions une relance de nos relations économiques avec le continent et plus généralement avec l'espace francophone. Au moment même où l'intégration africaine s'accélère et où nous perdons des parts de marché face à la Chine, l'Inde ou les États-Unis d'Amérique, vous optez pour une approche plus bilatérale qu'européenne. Comment la France peut être seule, plus forte dans cette compétition ? Je vais répondre à votre question, puis après je ferai un petit bilan de la mondialisation quand même, qui nous avait été présentée comme étant heureuse et qui est en réalité catastrophique. L'Afrique, j'en reviens. Je suis allé rencontrer le président Idriss Déby du Tchad, et je crois pouvoir vous dire que l'ensemble des pays d'Afrique, notamment francophones, attendent le retour de la France précisément sur la scène africaine. Et le problème, c'est que nous avons tourné le dos à la francophonie. Nous avons tourné le dos à ces relations bilatérales qui font que, sachez-le quand même, entre deux pays qui commercent et qui ont la même langue, c'est 65% plus d'échanges qui existent qu'entre deux pays qui commercent et qui n'ont pas la même langue. Or, cette francophonie, nous ne l'avons pas travaillée.
nous n'avons pas précisément entretenu ces relations avec des pays qui nous attendent. Nous avons de surcroît une aide au développement qui est dérisoire, parce que quand on la débarrasse de toute une série de choses, y compris d'ailleurs d'investissements pour l'outre-mer, excusez-moi, mais de rappeler que l'outre-mer, ça n'est pas l'étranger, c'est la France, eh bien on s'aperçoit qu'on tombe sur 300 millions d'euros, ce qui est dérisoire. Je l'ai dit, je veux monter à 0,7% du PIB cette aide au développement. Évidemment, les entreprises françaises, dans le cadre de ces relations bilatérales, auront vocation à pouvoir intervenir aux côtés de l'État français. Donc je crois beaucoup à l'Afrique, moi, et beaucoup, énormément. Comment faciliter... Non seulement pour des raisons commerciales seulement, mais pour des raisons culturelles. Je considère que ça peut aller aussi ensemble, et puis pour des raisons de sécurité, parce que c'est en amont, notamment dans cette bande sahélo-saharienne, que nous pourrons combattre le fondamentalisme islamiste et le terrorisme qui en est la conséquence. Alors il y a une histoire qui est liée, on le disait, à cette langue qui fédère ces pays africains, vous l'évoquez à l'instant. Comment est-ce qu'on facilite l'accès par rapport à la concurrence de la Chine, des États-Unis, à ces marchés? Au-delà de l'aide qu'on peut apporter à ces pays, comment on les aide à faire du business? Justement, en les aidant de manière prioritaire. Aujourd'hui, on a distribué des confettis et on est parti dans tous les sens. Moi, je crois qu'il faut qu'on se reconcentre sur les véritables besoins qui sont ceux des pays d'Afrique. J'ai proposé, moi, 3 axes essentiels. 1, l'agriculture, d'abord parce qu'on est extrêmement bon dans ce domaine et qu'ils ont évidemment besoin de ce développement. Deuxièmement, l'école et la santé, et notamment l'école primaire, qui est essentielle. Et troisièmement, la défense et la sécurité. Soyez bien conscients d'une chose, ce que disent les dirigeants africains, et notamment ceux qui combattent contre le terrorisme, c'est nous faisons un effort considérable pour investir dans la sécurité, dans l'armée, mais c'est au détriment précisément de notre développement économique, au détriment de l'éducation, au détriment de la santé, et c'est là, objectivement, où ils nous attendent. Vous vouliez relancer? Pardon. Oui, non, parce que ma question, c'est de savoir pourquoi l'approche bilatérale est plus pertinente que l'approche européenne. Parce qu'en face de nous, on a des États, la Chine, l'Inde, le Brésil, qui ont des profondeurs de marché domestique et qui ont des capacités à mobiliser des financements extrêmement importants. Vous avez évoqué des chiffres. En fait, l'aide publique française en Afrique, c'est à peu près 4 milliards si on prend BPI, AFD, DG Trésor. Tout le monde pourra vérifier les chiffres. Et la question, c'est de savoir comment seul, pourquoi on aurait une capacité à mobiliser plus de financement en gros, que par le biais européen. On n'est pas assez fort seul et il faudrait le faire avec l'Europe. Oui, non, mais cette théorie, je l'ai entendue 100 fois. On est trop petit, on est minuscule, on n'y arrivera jamais. Moi, ce que je vois, c'est que ce sont les nations qui avancent. Voilà. Et que les empires comme l'Union européenne, eux, ils se fragilisent et ils s'écroulent. Alors, vous me dites pourquoi? Parce que des relations entre deux pays, c'est comme des relations entre deux personnes. Ça nécessite aussi un capital de confiance, figurez-vous. Or, l'Union européenne ne génère aucune confiance. Aucune confiance, vous m'entendez bien, et notamment à l'égard de beaucoup de pays d'Afrique. Pourquoi? Parce que l'Union européenne se sert en réalité de l'argent pour imposer ses vues, pour imposer son modèle à des pays africains qui ne le souhaitent pas, voilà, qui ne veulent pas vivre sous le chantage, qui veulent conserver leur mode de vie, conserver leur identité, conserver leur souveraineté, et qui, de fait, commencent à devenir de plus en plus réticents vis-à-vis de la manière dont l'Union européenne avance sur leur territoire, à l'encontre de leur propre souveraineté. Donc moi, je dis, la France a la capacité, compte tenu de son histoire, compte tenu de la francophonie, d'avancer beaucoup plus facilement et de manière beaucoup plus performante avec toute une série de pays africains que ne le fait aujourd'hui l'Union européenne. Moi, ce que je note, c'est que la Chine, à elle seule, en Guinée, elle investit ce que la France investit en Afrique dans son ensemble, en argent public. Donc il y a un problème de taille. Mais qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire qu'il faut que nous réservions 0,7% du PIB pour les investissements et le développement en Afrique. Ça représente à peu près 15 milliards. On en est aujourd'hui, je vous le dis, à 300 millions. Donc vous avez raison de le dire. Mais encore une fois, ce sont des investissements. Ce n'est pas de l'argent perdu, ce sont des investissements. Et nous ne les faisons pas parce que nous n'avons plus de politique aujourd'hui avec l'Afrique, plus de politique fondée sur le respect des nations, fondée sur le respect
des souverainetés. Nous payons encore, qu'est-ce que vous voulez, les conséquences de la France-Afrique et la rupture de confiance qui en a été la conséquence. Vous commencez à en parler et vous vouliez l'évoquer, la mondialisation. Oui, je voudrais quand même vous parler de la mondialisation, parce que la mondialisation, on en a entendu tellement de bien pendant des années. Or, il faut bien admettre qu'aujourd'hui, la mondialisation révèle son vrai visage. Le bilan, peut-être d'abord, les emplois industriels, 850 000 emplois dans l'industrie, des parts de marché mondiales des exportations, moins 40%, ça c'est le bilan de la mondialisation. Ce sont des pertes qui sont absolument considérables. 9 millions de pauvres, vous le savez, 1,2 million de pauvres de plus depuis 10 ans dans notre pays. C'est aussi des entreprises françaises qui rayonnent à l'international. Sans la mondialisation, impossible. Oui, d'accord, mais l'intérêt, vous voyez, c'est de mesurer ce qu'on perd et ce qu'on gagne. Voilà. Or, moi, je vois qu'on perd. C'est cela, le bilan. Quand on remporte des marchés à l'étranger, on ne perd pas. Alors, pardon. Je suis venu pour vous exposer mon projet. C'est important parce que beaucoup de gens ne le connaissent pas. Voilà. Ou le caricature, ou le dénature. Alors, je vais vous le présenter. Moi, je suis pour le protectionnisme intelligent. Clairement, je suis pour que l'on puisse utiliser les mêmes armes que ceux qui sont utilisés par les nations aujourd'hui dans le monde avec lequel nous discutons, comme les États-Unis, comme la Chine, qui, à l'évidence, utilisent ce genre de protectionnisme intelligent. Ça veut dire, effectivement, des droits de douane, pas partout, pas sur tous les produits, pas avec tous les pays, c'est de la microchirurgie, mais ça permet évidemment d'éviter la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Nous avons des droits de douane qui sont absolument dérisoires, alors que nos adversaires, nos concurrents, devrais-je dire, puisque nous sommes en matière économique, nos concurrents, eux, utilisent ces droits de douane pour se protéger. 525%, je crois, de droits de douane sur l'acier pour les États-Unis. Vous préférez protectionnisme intelligent à ouverture raisonnée et vigilante? Non, mais moi, je veux un système global. Je ne dis pas que telle ou telle mesure va régler l'intégralité des problèmes. C'est l'ensemble des mesures que je veux mettre en œuvre qui vont pouvoir régler les problèmes. Le protectionnisme intelligent, le retour de la maîtrise de notre monnaie, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Je suis pour le patriotisme économique. Je suis pour l'étiquetage, pour permettre aux consommateurs de faire avec les entreprises du patriotisme économique. Je suis pour permettre que la commande publique aille aux entreprises françaises, parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas, vous savez, c'est interdit par l'Union européenne. Je suis, je vous l'ai dit, pour la priorité donnée aux PME et aux TPE françaises, y compris sur les marchés publics, si l'écart de prix est raisonnable. L'écart de prix raisonnable, c'est à peu près 12% pour les PME, comme aux USA. Et je vous rappelle que pour M. Obama, son plan de relance, c'était 25%. Je suis pour une agence de sûreté de l'État pour contrôler les investissements étrangers qui portent atteinte aux intérêts nationaux. Je suis pour mettre en place un fonds souverain pour éviter la situation, par exemple, de Vivart, qui va mettre sur le tapis des milliers d'emplois parce que cette entreprise est tombée entre les mains de fonds vautours. Et je suis, je vous l'ai dit, pour donner un avantage particulier aujourd'hui d'attention aux ETI pour pouvoir doubler leur nombre. Je permets, puisqu'on parle de... Excusez-moi, mais de vous donner quelques exemples, parce qu'on parle de la mondialisation et de l'absence, en tout cas, moi, c'est moi qui accuse, en quelque sorte, les différents gouvernements de n'avoir pas su préserver un État stratège. Je voudrais quand même qu'on fasse un petit tour. Alcatel, Alstom, Technip, Accor, STX France, voilà des structures considérables qui ont été perdues en l'espace de quelques années. La part de cette industrie dans la valeur ajoutée de la France, je vous rappelle, n'est plus que de 11%, au lieu de 17% il y a quelques années. Ce chiffre est inférieur à celui de l'Allemagne, qui est à 22,6%. Et rien dans les projets que je vois passer dans cette présidentielle n'évoque ces sujets-là. Voilà, mais moi, c'est une préoccupation principale que d'expliquer qu'en réalité, la France a une... Comment dire ? La France a une structuration, a une identité économique, que les entreprises, et notamment les fleurons industriels et l'État, ont toujours marché main dans la main, et qu'à partir du moment où il n'y a plus d'État stratège, eh bien, c'est une gigantesque perte pour nos fleurons industriels. État stratège, on va y revenir, Marine Le Pen, avec la deuxième thématique, c'est l'innovation, et c'est Philippe Pouletti, qui est cofondateur et directeur général de Trufle Capital Investors, un des leaders du capital risque en Europe, et qui vous pose la question. Merci Philippe Pouletti. Bonjour Madame Le Pen, je suis entrepreneur.
Donc on est des dizaines de milliers d'entrepreneurs, de chercheurs, d'ingénieurs qui avons la passion des PME technologiques. Et l'avenir de la France, la fabrication de la croissance est totalement possible à condition que nos startups puissent devenir des ETI pour certaines des leaders mondiaux en biotechnologie, dans l'aéronautique, en clean tech, en big data, etc. etc. Pour que ça marche, que ce soit en Californie ou en France, il faut de la confiance, de la cohérence. Confiance des entrepreneurs, confiance des chercheurs, confiance des investisseurs. Donc, croyez-vous, Madame Le Pen, que la sortie de l'euro, que personne n'est capable de modéliser, ses conséquences sur le poids de la dette, le coût des emprunts, le coût des matières premières, personne ne peut le modéliser, soit la meilleure méthode pour créer la confiance chez ces entrepreneurs, chez ces investisseurs, qui ont le choix de le faire en France ou de le faire ailleurs. Alors, d'abord, que mes propos soient bien compris. Ce sont les Français qui vont décider. C'est clair. Moi, je vais aller, élu présidente de la République, engager une négociation avec l'Union européenne. Parce qu'on voit bien qu'il y a toute une série de choses quand même qui ne fonctionnent pas et que notre économie aujourd'hui est au bord de l'asphyxie. Je ne serai pas seul dans cette négociation et vous le savez bien. Parce que si la France, leader, grand pays, contrairement à ce que pensent certains, grand pays, puissant pays au sein de l'Europe, eh bien, prend la tête de cette négociation, elle sera suivie. Elle sera suivie par l'Italie, elle sera suivie par le Portugal, elle sera suivie par l'Espagne, c'est-à-dire toute une série de pays qui souffrent eux aussi considérablement de cette monnaie, qui se sont vus appliquer des politiques d'austérité dont je vous rappelle que ces politiques d'austérité n'ont pas entraîné une baisse de leur déficit, une baisse de leur dette et une augmentation de l'emploi, mais bien au contraire, une aggravation du chômage, une aggravation de la pauvreté et une aggravation également de la dette. Celle de la Grèce est passée de 100% du PIB à 180% du PIB. Enfin, en Espagne, c'est en train de repartir, hein, quand même. Oui, mais à quel prix, cher monsieur? C'est ça la vraie question. Moi, j'ai lu une interview extrêmement intéressante de M. Aznar il y a quelques jours dans le Figaro. C'est marrant parce que je m'aperçois que les responsables politiques disent toujours la vérité quand ils ont terminé leur mandat. Bon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit oui, c'est vrai, on est reparti, mais au prix de baisse de salaire massive. Au prix de baisse de salaire massive. C'est cela que vous voulez? C'est aller vous tourner vers vos salariés en disant qu'ils vont perdre 10 ou 20% de leur salaire pour permettre de gagner une compétitivité que l'on pourrait gagner en maîtrisant notre monnaie, car vous savez bien, les uns et les autres, qu'il y a 3 moyens d'obtenir de la compétitivité. Soit on baisse les salaires, soit on effondre le système de protection sociale, soit précisément on agit sur la monnaie. Sur la monnaie, les unes d'ailleurs par rapport aux autres. J'entends beaucoup qui ont fait le choix d'effondrer le système de protection sociale et beaucoup qui ont fait le choix de baisser les salaires. Ça n'est pas le choix que je fais. Je pense que ce sont des sacrifices qui sont en réalité totalement inutiles. Mais encore une fois, cette négociation fera l'objet, qu'elle réussisse ou qu'elle échoue, d'un référendum. Ce sont les Français qui décideront qu'est-ce qu'ils souhaitent faire. Est-ce qu'ils souhaitent rester dans ce modèle, négocier ou non négocier, ou est-ce qu'ils souhaitent en sortir? C'est ça aussi le respect fondamental de la démocratie. Alors, je réponds à votre question sur la confiance. Je comprends bien que l'économie, c'est de la confiance. Mais vous croyez que les investisseurs aujourd'hui, ils ont confiance dans la France? Alors, certains ont confiance. Et ils peuvent avoir beaucoup plus confiance avec quelques mesures pratiques. Donc vous avez raison, le salaire net en poche des Français est très bas. Pourquoi? Parce que les charges sociales en France sont 50% plus élevées qu'en Allemagne. Dans votre programme, vous dites « je baisse les charges sociales ». Je n'ai trouvé nulle part de combien. C'est très important. Est-ce que vous mettez le taux de charge sociale au niveau de l'Allemagne, de l'Angleterre ou pas, Madame Le Pen? Non, mais, et deuxièmement, la pas dégressivité des charges, je ne sais pas ce que ça veut dire. Attendez, moi je fais une baisse des charges pour les TPE, PME, ETI. Clairement, je réoriente la baisse des charges vers les TPE, PME. De manière très claire, c'est 50 milliards. Ce n'est pas d'ailleurs un sou de plus, puisqu'en réalité, c'est le CICE que j'inclus dans les 2 dispositifs de baisse des charges existants. Ça fait en tout une enveloppe de 50 milliards. Et je les réoriente vers les TPE, PME, avec une condition, c'est le maintien de l'emploi. Hein, parce que je vous rappelle qu'au moment où on a mis en place le CICE, beaucoup sont venus promettre 1 million d'emplois supplémentaires et personne ne les a jamais vus. Vous le faites sur tous les salaires ou sur les bas salaires? Non, mais je le mettrai de manière progressive. Je le mettrai de manière progressive. Voilà. Mais l'idée, encore une fois, c'est que parallèlement à cela, moi je rends du pouvoir d'achat aux Français.
et je rende les pouvoirs d'achat aux Français par l'intermédiaire d'une contribution sociale à l'importation. Pourquoi ? Parce que je considère que ceux qui se font de la richesse par leur propre exportation doivent contribuer au système social et à l'augmentation des salaires. Ça touchera pas les entreprises, car vous savez bien que 3% de contribution sociale à l'importation, c'est dérisoire sur le prix définitif du produit qui est vendu. Mais pardon, puisqu'on parlait d'innovation, je voudrais quand même juste présenter ce que je suggère pour... Justement, si vous me permettez, je vais l'alimenter, ce sujet, avec la troisième question. Donc, vous proposez d'orienter le crédit impôt recherche surtout vers les PME et d'orienter 2% de l'assurance vie vers le financement des PME. Une mesure que plusieurs d'entre nous réclamons depuis 10 ans, même si 2% c'est un peu faible par rapport à ce que font les épargnants américains ou britanniques. Donc ça va dans le bon sens. Mais je vois une mesure contradictoire, parce que ces mesures, ça va favoriser la multiplication des start-up qui vont pouvoir au départ se financer. Et puis derrière, vous dites, je vais interdire à des étrangers de racheter des parts d'entreprises françaises. Alors, c'est quoi la conséquence ? Vous dites dans votre programme que si une entreprise qui a reçu une quelconque subvention était rachetée par des étrangers, y compris des Européens, vous pourriez interdire la vente. Donc, on revient à la confiance. Croyez-vous, Madame Le Pen, que des investisseurs qui se disent « je mets mon épargne dans cette belle petite start-up française, mais peut-être que Madame Le Pen va interdire à cette entreprise de croître, parce que pour qu'elle croisse, il faut que de nouveaux investisseurs l'aident à grandir pour conquérir des marchés. Pensez-vous que cette mesure soit cohérente avec les deux premières ? Bon. Alors permettez-moi quand même d'exposer les mesures en question. L'aide fiscale à l'innovation. Donc le crédit impôt recherche, ça coûte 5,5 milliards. Les entreprises du CAC 40, je crois, n'ont pas besoin du CIR pour prospérer. Voilà, ça c'est mon avis. Et donc je veux donc recentrer effectivement les 5,5 milliards d'euros du crédit impôt recherche vers les PME et les ETI. Augmenter l'effort de recherche et développement, on n'en a pas parlé, mais ça me paraît essentiel. Souvent d'ailleurs il est pointé du doigt. La faible part des dépenses de recherche et développement public et privé en France, elle s'établit à 2,2% du PIB en France, contre 2,9% en Allemagne. Il faut arriver à un objectif de 3%. En tout cas, c'est le sens de mon projet. Orienter, vous l'avez dit, 2% de l'assurance vie vers le financement du capital investissement et augmenter donc ce budget public de la recherche de 30%. Mais il y a une autre mesure que peut-être vous n'avez pas vue, parce que tout en 144 engagements, évidemment, on ne peut pas lister l'intégralité des mesures. C'est la mesure que je suis allé chercher aux États-Unis sur la transparence fiscale pour les jeunes entreprises, qui permet aux investisseurs potentiels, providentiels même, de déduire leurs pertes de la base imposable de l'IR afin d'encourager l'investissement direct dans les entreprises. Plafonné ou pas plafonné ? Nous verrons cela, nous en discuterons. Mais je ne vois pas de raison, compte tenu de l'objectif que je poursuis, d'y mettre un plafond, puisque justement l'intérêt c'est de mettre le pied à l'étrier de ces jeunes entreprises. Ça a très bien fonctionné aux États-Unis. Je pense qu'il ne faut pas importer ce qui est mauvais, il faut plutôt importer ce qui est bon. Donc l'idée, c'est aussi de préserver notre innovation, car ce que nous ne voulons pas, c'est évidemment que l'innovation qui aura été financée en France parte immédiatement à l'étranger. Nous avons vu trop de choses partir à l'étranger, de technologies partir à l'étranger, qui nous reviennent d'ailleurs bien souvent aussi, comme un boomerang. On voit que la Chine est en train de fabriquer un superbe avion aujourd'hui et avec la technologie qui lui a été transférée. Donc je veux dire, je crois qu'il faut aussi avoir ce positionnement équilibré. Certes, il faut attirer des investisseurs, et je pense que dans mon projet, honnêtement, tout est fait pour attirer les investisseurs et pour permettre de trouver les sources de financement pour les startups, pour les jeunes entreprises, mais ce n'est pas au prix de la disparition ou de l'évasion de notre technologie, parce que je pense que cette technologie participe de notre patrimoine économique et de notre richesse économique. Troisième thématique, Marine Le Pen. On n'a pas le temps, on n'a pas parlé des impôts sur les sociétés. On va parler d'autres thèmes tout au long de notre débat, ne vous inquiétez pas. Je vais laisser la parole à Éric Malenfer, président de Gexpertise. On est dans le conseil expertise, géomètre expert, topographie, construction, immobilier. Et on vous écoute pour votre question, Marine Le Pen. Je vous remercie. Bonjour Madame Le Pen. Bonjour. Alors,
effectivement, avec tous ces beaux produits qu'on va créer et qui doivent être consommés sur le marché français, si jamais on n'a pas des relations internationales fortes, il va falloir que les salariés français gagnent beaucoup d'argent. Depuis, en 35 ans, on a vécu 2 chocs de décompétitivité très très forts. Il y a eu la retraite à 60 ans, on s'en est jamais remis, et après on a eu les 35 heures dont on ne s'est toujours pas remis. Pour vous donner un petit exemple, 11,4% de coût du travail en plus sur les 35 heures d'un coup d'un seul, qui n'a rien apporté aux collaborateurs, parce qu'eux ont maintenu le même salaire mensuel, donc ça leur a facialement augmenté le taux horaire, mais en fait ça ne leur a pas augmenté. La seule chose qui compte pour eux, c'est leur pouvoir d'achat, c'est-à-dire la fin de paye. Par contre, ça a enlevé 11,4% aux entreprises sur les salaires, ça leur a augmenté. Les entreprises de services comme les miennes font 50% consommés par la masse salariale. Donc moi, ça m'a consommé 50% de ma marge. Alors, ce que je voudrais savoir, votre programme, comme celui de M. Mélenchon, consiste à préserver les 35 heures et revenir avec une retraite à 60 ans. Elle est aujourd'hui de 62, c'est de revenir à 60 ans. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'on va vivre un 3e choc de décompétitivité et je ne vois pas comment on va le financer. Bon, je me demandais à partir de quelle minute on allait comparer mon projet à celui de M. Mélenchon, mais je vois que c'est un petit peu plus lent que ce que j'imaginais. La réalité, c'est que nous avons toujours été opposés aux 35 heures, pardon, hein, mais je rappelle quand même la réalité. Nous avons toujours été opposés aux 35 heures, notamment lorsqu'elles ont été mises en œuvre. Mais nous sommes donc pour la négociation par branche, mais pas par entreprise, parce que nous ne voulons pas créer les conditions d'une concurrence déloyale, en quelque sorte, entre les entreprises d'une même branche. Je crois que c'est raisonnable. Donc, vous pourrez parfaitement négocier. La seule condition, c'est évidemment que si, par exemple, la branche fait le choix des 39 heures, ce soit 39 heures payées 39. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on a quand même amorti les 35 heures. Vous savez très bien que beaucoup de salariés n'ont pas vu leur salaire augmenter dans les années qui ont suivi le passage aux 35 heures, précisément parce qu'ils avaient bénéficié de cette mesure. Vous partez encore une fois du principe que j'ai dénoncé tout à l'heure. Pardon, nous serons en désaccord. Vous me parlez des 35 heures, vous me parlez de la retraite à 60 ans. J'ai toujours dit que moi, ce que je voulais, c'est qu'on arrête de demander des sacrifices aux Français avant d'avoir fait l'intégralité des économies et de la lutte contre le gaspillage que l'État n'a pas fait dans les 20 dernières années. Fraude sociale, fraude fiscale, coût de l'Union européenne, coût de l'immigration et j'en passe. Madame, excusez-moi, le fait de reporter à plus tard parce qu'il y a d'autres sujets à traiter n'empêche pas qu'il faut peut-être arrêter d'aggraver. On aggrave les choses. La retraite, quand on fait croire aux gens qu'ils peuvent prendre leur retraite à 60 ans en leur disant vous allez avoir une retraite à taux plein à 60 ans, on est juste en train de leur mentir et on est en train de dire à nos enfants, nos petits-enfants, vous allez payer quelque chose que vous ne pourrez jamais payer. Je pense que c'est créer du désespoir. Mais je suis tout à fait en désaccord avec vous. Donc je termine ma phrase et je reviens sur ce que vous dites. Si, en ayant fait tous les efforts qui sont à faire, et notamment en matière aussi de réforme institutionnelle, vous savez que je veux supprimer, moi, les conseils régionaux, que je veux supprimer les intercommunalités, parce qu'à chaque fois qu'on a constitué un degré politique supplémentaire, soi-disant pour faire des économies, en réalité, ça nous a coûté une petite fortune, et notamment par l'augmentation assez importante du nombre de fonctionnaires territoriaux. Donc, en supprimant ces échelons et en revenant... Vous allez faire des économies, du coup. Et nous allons enfin... faire des économies. Donc on va faire toutes les économies nécessaires sur les mauvaises dépenses de l'État. Et alors, si ça n'est pas suffisant, cher monsieur, je me tournerai vers les Français en leur disant, écoutez, nous avons tout fait, mais ça n'est pas suffisant. Et donc là, je viens vous demander un effort et ils seront d'accord pour le faire. Car ce qui est insupportable aujourd'hui dans notre pays, c'est qu'on laisse tous les robinets des mauvaises dépenses ouverts et qu'on se tourne systématiquement vers les Français, qu'ils soient d'ailleurs, que ce soit au travers de l'impôt ou que ce soit au travers des sacrifices qu'on leur demande en augmentation de cotisation, en augmentation de temps de travail ou en repoussant l'âge de la retraite, c'est toujours à eux que l'on demande des sacrifices sans avoir fait les efforts nécessaires. Et bien là, croyez-moi, ils seront en l'occurrence d'accord pour les faire, ces efforts-là. Alors en tant que présidente ou en tant que président, on se doit d'avoir une vision pour l'avenir. Pour revenir sur le sujet des retraites, j'ai bien compris que vous allez faire des économies, que vous allez injecter ces économies dans d'autres investissements. Mais quand on regarde le nombre de cotisants en 1970 pour un collaborateur... Oui, non, mais moi j'ai les chiffres. Hein. Mais on y vient. Donc on était à 3 cotisants en 1970, on sera à 1,4 en 2050. Mais donc la vision prospective, qu'est-ce qu'on dit aux Français par rapport à tout ça ? On y vient. Est-ce que vous ne croyez pas que le problème essentiel de la retraite, c'est le problème du chômage ? C'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'on est en train de gérer la pénurie.
On est en train de réfléchir comme si on avait abandonné l'idée de créer de l'emploi dans notre pays demain. Mais moi, je n'ai pas abandonné cette idée-là. Moi, tout ce que je veux mettre en œuvre, l'intégralité des mesures, qu'elles soient, encore une fois, liées au modèle économique, au choix vers les TPE, PME et les ETI, ou à la remise en cause des freins que constituent aujourd'hui les multiples interdictions posées par l'Union européenne, mon objectif, c'est de recréer de l'emploi dans notre pays. Et si on recrée de l'emploi, on sauve le système de retraite. Le système de retraite ne sera plus dans la difficulté dans laquelle elle est aujourd'hui, qui est liée essentiellement à ce chômage de masse qui pèse évidemment non seulement sur les charges, parce qu'on fait rarement là aussi le lien entre le chômage et les charges payées par les entreprises, mais évidemment sur la viabilité du système de retraite. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que le chômage coûte très cher à la société. Ça ne traite quand même pas du rallongement de la durée de la vie. Et je pense que c'est un vrai sujet à traiter. Plus on s'arrête tôt, plus il faut financer ça longtemps. Oui, mais il faut régler le problème aussi du chômage des seniors. C'est l'ensemble, c'est un ensemble. Et je pense qu'on ne peut pas mentir aux gens. Il y a un moment ou un autre. Plus ils s'arrêtent tôt, sachant qu'ils ont commencé plus tard, plus ils cotisent peu. Donc mécaniquement, ça ne marche pas. Non mais pardon. Oui. Je le dis là devant M. Gattaz et l'ensemble des représentants. 60 ans et 40 annuités. Donc, je pense que je ne relirai plus les choses complètement folles que j'ai pu lire sur mon projet dans les différents journaux économiques. 60 ans et 40 annuités. Alors, une autre question. C'est la double condition, d'accord ? Voilà, les choses sont dites. Alors, vous disiez tout à l'heure, pour la négociation, il faut aller au niveau des branches. Alors, moi, je me notais quelque chose qui me semble quelquefois incohérent peut-être. C'est que pour défendre les PME, en les obligeant à se plier des accords de branche sur la gestion du temps de travail, qui est si important pour elles, on sait que dans les branches, le poids des plus grandes entreprises est plus conséquent que le poids des petites entreprises. Ce qui veut donc dire qu'en gros, ça va être dans les branches, les grandes entreprises qui font partie de ces branches qui vont décider pour les petites. Moi, avec mes gars, j'ai envie de décider moi-même. Ils savent très bien ce qui est bon pour eux, ce n'est pas les autres qui doivent leur décider. Donc, laissez, s'il vous plaît, la décision au niveau de l'entreprise. L'entreprise n'est pas un territoire de conflit, c'est un territoire de discussion, d'échange, de négociation. Donc, je pense que sur ce point-là, concernant notamment les 35 heures et d'autres choses, il faut mieux rester au niveau de l'entreprise qu'au niveau des branches. Et je voulais juste vous poser une autre... Je suis contente de savoir ce que vous pensez, mais permettez-moi de dire ce que je pense moi. Allez-y. Voilà. Moi, je pense que l'intégralité des entrepreneurs avec lesquels j'ai discuté sont très opposés précisément à la négociation par entreprise, parce qu'ils savent qu'une entreprise qui serait évidemment en situation d'augmenter ainsi dans le cadre de la branche son temps de travail, eh bien, créerait les conditions d'une concurrence parfaitement déloyale au sein de la branche. Donc moi, je crois justement à l'équilibre des branches. Et je pense que c'est à l'intérieur de ces branches que par la négociation, doivent se décider ce genre de choses pour éviter qu'il y ait toute une série d'entreprises qui tombent du fait de cette concurrence déloyale qui serait créée au sein de la même branche. Permettez-moi également, juste sur le régime de protection sociale, quand même de dire quelque chose, parce qu'il y a là, vous avez un éventail de propositions dans le cadre de la campagne présidentielle qui est très large, que moi, puisque j'ai entendu que, je sais que M. Macron veut en quelque sorte détruire le système d'assurance chômage, il veut aussi la suppression de tous les systèmes de retraite existants et la création d'un système unique ou universel. Nous souhaitons le maintien de Agirc-Arrco, nous souhaitons le maintien de la gestion paritaire. Je tiens à le dire parce que je pense qu'il est tout à fait inutile de toucher. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à faire, qu'il n'y a pas un fonctionnement à améliorer, bien entendu, mais je n'entends pas briser les règles fondamentales du régime de protection sociale conventionnel. On a une autre thématique. Maintenant, c'est le financement de l'économie. C'est Paola Fabiani, qui est présidente de Wisecom. On est dans les centres d'appel de nouvelle génération, avec des contacts et du conseil pour la fidélisation. Et vous avez une question pour Marine Le Pen. Bonjour Madame Le Pen. Bonjour. J'ai lu votre programme avec attention et plus particulièrement sur le financement des entreprises. Donc en tant que chef d'entreprise d'une PME, située à Paris, le centre d'appel est à Paris, c'est important. J'ai vu que vous proposiez en fait d'accompagner les entreprises en divisant par 2 les taux d'intérêt sur les emprunts et les découverts. Sachant que ces entreprises qui ont besoin d'un soutien financier, les PME, TPE, essentiellement en période, soit en création, soit en période de crise, au bord du dépôt de bilan, j'ai 2 questions. La première, c'est comment vous comptez forcer les banques à financer dans ce cas-là ces PME ?
Et la deuxième question, c'est est-ce que ça sous-entend derrière que ces banques qui ne voudront pas financer à perte éventuellement les PME, ça veut dire que derrière, vous sous-entendez de nationaliser les banques? Moi, je pensais que cette mesure ferait l'unanimité, mais je vois que même celle-ci pose des difficultés. Et c'est sûr, il suffit juste de diviser par deux les taux d'intérêt maximum, c'est le taux d'usure. Voilà, ça me paraît quand même être la moindre des choses pour les emprunts et les découvertes bancaires, pas seulement honnêtement pour les entreprises, mais aussi pour les particuliers, parce qu'on voit des taux jusqu'à 17% d'agio. Est-ce que vous croyez objectivement que c'est raisonnable et que c'est justifié compte tenu des conditions dans lesquelles les banques aujourd'hui se financent? Alors l'accès au crédit, les PME et les TPE, on le sait, ont plus de difficultés d'accès au crédit que les grandes entreprises. 30% des TPE se voient encore refuser un crédit de trésorerie, et beaucoup tombent à cause précisément de problèmes de trésorerie. Il faut accorder des taux préférentiels aux TPE avec l'aide de la Banque de France. Voilà, il faut à un moment donné, si vous voulez, que l'État français là encore joue son rôle, car les banques ne font pas exactement tout ce qu'elles veulent. Elles doivent aussi respecter un certain nombre de règles, et la BPI France doit notamment servir de moteur pour augmenter le nombre de prêts qui sont garantis. Mais comment vous allez forcer les banques à suivre? Parce que les banques sont indépendantes sur un certain nombre de choses. Vous pouvez me faire confiance? Croyez-moi, elles vont suivre. Parce que quand elles veulent trouver l'État, les banques, elles les trouvent. D'accord? Donc, non, mais l'État, on en est à un point où l'État n'existe plus. Vous pensez que politiquement, l'État n'a aucun moyen d'agir directement sur les banques? Eh bien, je vous affirme exactement le contraire. Lequel? Je vous dis... Lequel? Non, mais croyez-moi, les moyens existent. Croyez-moi, les moyens existent. D'accord. Voilà. Donc, il est évident que les banques françaises, encore une fois, et lorsque la France aura récupéré sa Banque de France, parce que c'est aussi l'objectif, l'idée n'est pas de rester, évidemment, coincé avec la Banque centrale européenne, dont l'objectif n'est pas la croissance, vous le savez, même si elle a un tout petit peu amodié sa politique, il n'en demeure pas moins que la Banque de France, elle, doit avoir comme objectif, évidemment, la croissance et l'emploi dans notre pays. J'aimerais aussi, juste deux mots, parce que j'essaye de profiter de vos questions pour essayer de développer mon projet, pour que tout le monde puisse l'entendre. Je veux aussi intervenir sur les délais de paiement. Alors, là encore, on sait que ces délais de paiement sont catastrophiques pour certaines entreprises. Et donc, moi, je propose d'imposer à l'État et aux collectivités territoriales le respect des délais de paiement en appliquant des pénalités réellement impératives et automatiques. Je n'ai pas envie de dire à une entreprise, vous pouvez aller devant un tribunal, traîner l'État ou la collectivité pour pouvoir faire payer. Non, elle ne le fera jamais, je le sais pertinemment. Donc, il faudra que ce soit automatique. Au-delà d'un certain délai, la facture devra augmenter automatiquement de cette pénalité. Sur ce point, ça nous semble très intéressant. C'est vrai que c'est une vraie problématique des PME. La question, encore une fois, c'est concrètement comment, parce que beaucoup ont essayé et finalement... mais par la loi... Pour apporter un éclairage. Juste pour apporter un éclairage, en fait, la difficulté, c'est comment derrière le grand groupe va continuer à travailler à la PME si on lui a mis des pénalités. Mais pour une raison très simple, c'est que ce n'est pas la PME qui va lui mettre des pénalités, c'est la loi qui va lui mettre des pénalités. Et c'est bien là toute la différence du projet qui est le mien, c'est-à-dire que ça n'est pas, encore une fois, l'entreprise qui verra... Ça se passera exactement comme pour les amendes. Je pense que là, tout le monde est capable de comprendre. Voilà. À un moment donné, ça n'est pas tel ou tel agent de la circulation qui vous met une pénalité en cas de retard de paiement, ce sera automatique, ce sera dans la loi. Voilà, donc ça ne dépendra pas de l'entreprise, ça ne dépendra pas de la collectivité ou de l'État, ce sera automatiquement imposé par la loi. Ça évitera justement, évidemment, ce différentiel de puissance qui existe, je le comprends bien, entre l'entreprise, l'État et les collectivités. Dernière question. Une dernière question sur le protectionnisme intelligent. C'est un point qui semble intéressant. Alors, vous proposez des mesures sur la protection, la fabrication des produits en France versus l'importation étrangère, si j'ai bien compris le point. Ma question est, qu'en est-il pour le service? Pour les services, typiquement, sachant que dans les services, en fait, le lieu et la prestation sont complètement décorrélés, qu'est-ce que vous proposez comme mesure de protection?
Vous avez raison, mais les services peuvent parfaitement être taxés à l'importation exactement comme les produits. Je vous signale que la contribution sociale à l'importation que je veux voir mettre en œuvre, elle va également porter sur les services qui sont délocalisés, qui est d'ailleurs un problème dont on ne parle jamais. On parle souvent de la délocalisation des productions, rarement de la délocalisation des services. Or, on assiste objectivement à une augmentation extrêmement inquiétante de la délocalisation de ces services. On parlait, vous êtes dans une plateforme Centre d'appel, mais en France. En France, mais c'est merveilleux, bravo, parce que vous le savez très bien, ça n'est pas le cas. Et notamment, j'ai eu l'occasion, non pas de dénoncer, mais enfin au moins d'informer les Français que les modérations des commentaires sur une très grande partie, dans une très grande partie de la presse française, que ce soit d'ailleurs chaînes de télévision ou radio ou journaux, sont actuellement délocalisées soit au Maroc, soit auprès de... Ou ailleurs, oui. Ou ailleurs. Je reviens sur le point, justement. Mais ma question par rapport à ça, effectivement, ça pourrait être intéressant, mais comment, dans ce cas-là, les sociétés françaises, qui, elles, dans leurs produits, ont besoin de sous-traiter des prestations ailleurs, parce que je pense qu'on est complémentaires, en fait, entre l'offshore et la France, et je pense qu'on n'est pas opposés, vont finalement, en fait, pouvoir être compétitives, parce qu'elles vont fabriquer des solutions, des prestations, elles vont faire appel à des pays mondiaux, et elles vont être taxées. Donc elles seront plus compétitives par rapport aux autres pays qui font les mêmes choses. Encore une fois, je crois qu'il faut que vous compreniez bien une chose. Cette microchirurgie auquel correspond l'utilisation des droits de douane, elles vont être déterminées avec les entreprises, avec les branches. Il ne s'agit pas d'aller faire tomber une décision directement du ministère, comme c'est le cas bien souvent. Il s'agit évidemment de réfléchir ensemble, non seulement à un plan stratégique de réindustrialisation de la France, qui se fera évidemment en accord entre l'État stratège et les entreprises. Il ne s'agit pas du jour au lendemain d'aller mettre 30% de droits de douane sur tel ou tel produit que nous produisions très peu ou que nous ne produisons pas. Voilà, il faut qu'il y ait un plan de réindustrialisation sur tel ou tel secteur, et tout ça, ça se décidera avec les entreprises dans le cadre, encore une fois, de cette coopération qui est tout à fait nécessaire. Mais je voudrais quand même vous poser une question clairement. Vous avez vu ce qui s'est passé dans les fruits et légumes. Bon, parce que en fait, la situation des entreprises, des productions, de l'industrie n'est pas très différente de ce qui se passe dans l'agriculture. On a passé des accords de libre-échange. Enfin, on ne les a pas passés, on les a passés pour nous. Des accords de libre-échange. Notamment, je pense aux fruits et légumes. Quel a été notre bénéfice ? Aucun bénéfice, aucune contrepartie. La réalité, c'est que nous avons été débordés sur notre marché par des fruits et légumes qui étaient produits dans des pays à très bas coût, qui ne respectent pas les mêmes normes sociales, qui ne respectent pas les mêmes normes environnementales. Et là aussi, c'est quelque chose dont on a peu parlé. Mais je crois sincèrement que les entreprises françaises doivent être protégées en mettant en place une règle simple. On n'a pas le droit de vendre en France des choses qu'on n'a pas le droit d'y produire. Parce que sinon, c'est impossible de faire face à cette concurrence déloyale. Si on impose des normes de plus en plus importantes, de plus en plus nombreuses et de plus en plus lourdes financièrement à nos entreprises, à nos producteurs, à nos agriculteurs, mais que l'on ne met pas en place les conditions pour que les produits qui sont importés et vendus sur le marché, qui sont donc en concurrence directe avec les nôtres, ne respectent pas les mêmes normes, les mêmes règles. Voilà, là encore, un moment où, évidemment, le protectionnisme intelligent aura un jeu essentiel à jouer. Voilà les réponses à nos 4 entrepreneurs que je vous demande d'applaudir et de remercier pour leur contribution. Marine Le Pen, on a une question dans la salle posée par un représentant d'une des fédérations partenaires, la Fédération des promoteurs immobiliers de France. C'est Alexandra François-Cuxac, qui est sa présidente, qui va prendre le micro. On va parler de l'immobilier. On vous écoute. Bonjour. Bonjour Madame Le Pen. Dans les 144 mesures que vous proposez, le logement, qui est pourtant un des premiers postes de dépenses des Français, arrive en dernier. Et curieusement, il n'est abordé que sous l'angle du logement existant. Je n'ai pas vu grand-chose dans votre programme sur la construction du logement neuf. C'est quand même un des principaux leviers pour la création d'emplois, immédiate et non délocalisables. On sait bien qu'un logement construit, c'est 2 emplois créés. Et puis le logement neuf, c'est aussi un excellent moyen de lutter contre le changement climatique, en produisant de l'habitat connecté, respectueux de l'environnement, économe en énergie. Enfin, c'est une manière de transformer durablement nos villes, de les façonner pour les rendre attractives pour nos concitoyens et adaptées à leur nouveau mode de vie et à leurs attentes de confort et de modernité. Alors, le logement neuf et avec lui l'immobilier d'entreprise, la logistique, le commerce, doivent permettre de transformer
durablement la société française en lui permettant de s'adapter aux grandes mutations du XXIe siècle. Or, je trouve que votre regard semble plutôt tourné vers le passé et pas suffisamment vers l'avenir. Alors ma question est très simple, Marine Le Pen. Avez-vous décidé d'abandonner définitivement la construction de la ville de demain ? Bien, vous avez en effet trouvé les mesures sur le logement à la fin de mon projet, parce que, et vous l'avez utilisé le terme, c'est dans la partie France durable. Voilà, donc ça n'est pas, encore une fois, une hiérarchie. Ces 144 engagements, c'est une présentation cohérente. Donc nous avons, contrairement d'ailleurs à ce que vous indiquez, pas mal de propositions pour le logement, renforcer les dispositifs de prêt à taux zéro dans leur montant, avec l'appui de la Banque de France qui permettra d'accorder des taux préférentiels, cibler les dispositifs d'accession à la propriété, surtout vers ceux pour lesquels ils auront un véritable effet déclencheur, parce que là encore, il ne s'agit pas de mettre en place des mesures qui ne touchent pas leur cible, ouvrir davantage les aides au logement aux primo-accédants pour leur permettre de faire face aux mensualités de remboursement des prêts. Nous avons des propositions sur les droits de mutation, puisque nous voulons réduire de 10% les droits de mutation pour l'achat d'un bien immobilier. Je crois que cela permettra de dynamiser la mobilité résidentielle des ménages, débloquer et sécuriser le marché du logement. Nous voulons mettre en œuvre un grand programme de construction de logements. Vous avez dû le voir, ça, normalement, dans le projet, qui sera financé notamment par le Fonds de réserve pour les retraites, dont les plus de 35 milliards d'euros sont investis sur les marchés financiers aujourd'hui. Rationaliser et simplifier les normes d'urbanisme et de construction afin de résorber les tensions sur le marché du logement tout en respectant les normes concernant l'accessibilité des handicapés au logement. Prolonger le dispositif d'investissement locatif Pinel qui doit prendre fin normalement en 2017. Et mais sur l'isolation, c'est une des mesures phares de notre projet écologique, puisque nous voulons précisément donner une priorité et reconcentrer les efforts sur l'isolation, avec là encore toute une série d'accès facilités au crédit et d'incitations fiscales pour que l'isolation des logements soit considérée comme une priorité du quinquennat en matière d'économie d'énergie, puisque on le rappelle souvent, mais après tout, on peut toujours le rappeler une fois de plus, l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne dépense pas. Ça vous satisfait ? Oui, merci de ces précisions, parce que c'est vrai que dans les 144 mesures, le logement, mais qui a été absent de beaucoup de thèmes de campagne, méritait mais vous avez parfaitement raison. Et je veux dire, je porte un regard sur ce sujet qui est crucial pour moi, pour une raison simple, c'est que le logement aujourd'hui, c'est 30% des dépenses des ménages, 30% de leur budget. C'est donc considérable, et donc c'est un des moyens aussi de pouvoir en même temps les sécuriser, parce que je pense que chaque Français a le souhait évidemment d'obtenir cette sécurité, mais aussi de pouvoir agir directement pour leur rendre du pouvoir d'achat. Et c'est toute une filière, évidemment. Et c'est toute une filière essentielle. Voilà, quand le bâtiment va, tout va, c'est ça ? Voilà, exactement. En amont comme en aval. Voilà, on a fini avec les échanges avec les entrepreneurs. Je vous ai dit qu'il y aurait un cas pratique, Marine Le Pen, avec une photo qui va apparaître derrière. Je vous la montre dès maintenant. Regardez sur le petit papier. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est le volet formation professionnelle. Quelle importance ça revêt pour vous ? Et qu'est-ce que vous comptez faire ? On en a beaucoup parlé avec Emmanuel Macron, avec Jacques Cheminade aussi, pour l'apprentissage en particulier. Le MEDEF est à la manœuvre pour favoriser l'apprentissage. Votre vision ? Bon, écoutez, moi, je suis pour faire un effort tout à fait considérable sur l'apprentissage. C'est un sujet que j'ai énormément abordé depuis des années pour faire passer de 400 000 à 600 000 le nombre d'apprentis. Je note quand même qu'il y a eu une dévalorisation du travail manuel pendant des décennies dans notre pays, qu'on le paye aujourd'hui très lourdement. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis pour la suppression du collège unique et la revalorisation de ces filières professionnelles, de cet apprentissage. J'ai eu un échange assez tendu avec Najat Vallaud-Belkacem sur un plateau de télévision il y a quelque temps sur ce sujet, puisqu'elle parlait en matière de filière professionnelle de tri sélectif.
Je lui ai rappelé encore une fois que l'intelligence de la main valait toutes les autres. Donc je suis pour faire un effort tout particulier sur l'apprentissage. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que la formation ne doit pas être améliorée, parce que objectivement aujourd'hui il y a de la perte en ligne, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes qui régulièrement fait des rapports en indiquant que la formation professionnelle, compte tenu du coût qu'elle représente, ne remplit pas incontestablement les résultats hein, qu'on pourrait attendre d'elle. Mais il faut que les entreprises aussi prennent leur part, et une part importante dans cette formation. Oui, Alors, ça passe par l'éducation. Justement, les entreprises et le lien avec le système éducatif. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faudrait pallier, justement? Écoutez, aujourd'hui, la formation professionnelle est considérée par à peu près l'intégralité des acteurs comme une usine à gaz, avec des acteurs qui sont trop nombreux, avec un fonctionnement qui est pour le moins opaque. Il va falloir clarifier tout ça. C'est quand même des coûts considérables, hein. On est passé de 23 à 32 milliards de coûts global entre 2002 et 2012. C'est une hausse de 38% en 10 ans. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas vu beaucoup les conséquences en termes d'emploi. Donc, inégalité d'accès à la formation, rigidité d'un système qui est très administré. Je crois qu'il faut aller vers plus de certification dans les formations dispensées par les organismes. Il faut renforcer le compte personnel de formation. Et il faut, encore une fois, faire un effort tout particulier sur l'apprentissage. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entreprises nous disent, vous comprenez, prendre un apprenti pour nous, c'est beaucoup d'investissement, et ça nous coûte plus cher que de prendre un emploi aidé. Il faut que ça coûte moins cher que de prendre un emploi aidé. Voilà, c'est aussi simple que cela. Ce qui est important aussi que vous relevez, c'est les fondamentaux de base. Ah oui. Alors ça, on prend le problème à quelle source? On prend le problème au niveau de l'école primaire. Vous savez que moi, je suis pour un redressement et pour une concentration de l'école primaire sur les savoirs fondamentaux. Il est évident que si on veut arrêter le collège unique et permettre de créer des filières professionnelles, qui n'empêchent pas d'ailleurs de continuer à avoir un apprentissage pendant ce temps-là, il faut qu'arrivé à 14 ou 15 ans, on ait évidemment le niveau nécessaire, ce qui n'est pas objectivement le cas aujourd'hui. Moi, je suis pour l'apprentissage à 14 ans, parce qu'on s'aperçoit que 16 ans, c'est trop tard. Qu'un enfant qui n'a pas envie de rester dans le système scolaire, entre 14 et 16 ans, il s'ennuie. Quand il s'ennuie, il ennuie les autres. Voilà, donc il perd 2 ans et il arrive dans l'entreprise avec une forme de somme de frustration et des mauvaises habitudes qui ont été prises. Mais encore une fois, pour ça, il faut que le socle de connaissances soit évidemment beaucoup plus important qu'aujourd'hui. C'est pour ça que moi, je veux réserver en primaire 50% du temps d'enseignement au français. Je dis « au » parce que certains ont entendu « en français ». Oui, ça me paraît quand même la moindre des choses, en effet. Au français, 50% au français, parce que je crois que l'absence de maîtrise de la langue, que ce soit à l'oral, à la lecture ou à l'écrit, est un des et bien sûr au calcul, est un des problèmes considérables. Qu'est-ce qu'on fait pour aider le corps éducatif, justement, et le corps enseignant? Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Je propose qu'on arrête les dérives pédagogistes, les expérimentations qui ont été faites depuis des années sur nos enfants, de revenir à un apprentissage traditionnel, BEA, BA. Ça a quand même très très bien marché pour des générations entières de Français. Donc essayons de revenir vers ce qui fonctionne. Et encore une fois, il faut laisser aussi un délai. 50%, ça me paraît quelque chose de raisonnable pour l'apprentissage du français en primaire. Aujourd'hui, on a démultiplié le papillonnage pédagogique. On parle de à peu près tout aux enfants, on leur apprend à peu près tout. Mais je pense que la base, ça reste quand même de leur apprendre les savoirs fondamentaux, le français, les mathématiques. Voilà. Alors, comme c'est de la pédagogie aussi, et qu'il vous reste maintenant 4 minutes avant de se quitter pour un pitch de conclusion avec les points saillants que vous aimeriez que nous retenions ce matin, en vous remerciant, je vous demande d'applaudir Marine Le Pen, en vous remerciant d'être avec nous ce matin et d'avoir accepté ces échanges constructifs. On vous écoute. Bon. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on peut toujours se mettre la tête dans le sable et jouer à l'autruche, mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas être dans le déni sur ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'Union européenne. La réalité, c'est que l'euro n'est pas viable. Il y a un nombre considérable d'économistes et de prix Nobel d'économie qui l'ont dit. Ils n'ont pas varié dans cette analyse et même cette analyse se conforte. Nous avons un différentiel de compétitivité lié à la monnaie avec l'Allemagne qui est le sujet principal, le problème principal que nous avons dans l'Union européenne.
Revenir à une monnaie nationale, c'est permettre à chacune des monnaies des pays de l'Europe de pouvoir se rétablir à sa valeur propre. C'est cela qui se passera. Est-ce que ça entraînera une dévaluation du nouveau franc? Très probablement non. Et pour l'instant, les études démontrent qu'elle ne s'effectuerait, cette dépréciation, que de 10%. En revanche, ça va entraîner incontestablement une réévaluation du mark. Et ça va être tout bénéfice pour nous. Que les choses soient claires, si je veux une monnaie nationale, ça n'est pas pour me replier, ça n'est pas pour monter des frontières, c'est au contraire pour partir à la conquête du monde. Et aujourd'hui, avec une monnaie qui est trop forte pour notre économie, confrontée à une Allemagne dont la monnaie est aujourd'hui l'euro, trop faible en réalité pour son économie, eh bien nous ne gagnerons pas cette bataille. Nous avons vécu 15 siècles avec notre monnaie, 95% des pays du monde ont cette monnaie. Je ne souhaite pas le chaos, je ne souhaite pas l'effondrement, je ne souhaite pas prendre les Français ou les entreprises par surprise. Je souhaite qu'on pose enfin le problème sur la table de cette monnaie qui, incontestablement, est considérée aujourd'hui, non seulement par les entreprises, mais par les Français, comme un frein, et qu'on y apporte les solutions. Arrêtez la caricature, je vous en supplie, ça n'apporte pas grand-chose de la caricature. Les ogres n'existent pas, d'accord ? Le grand méchant loup non plus. Il y a juste un certain nombre de problèmes essentiels qui sont sur la table pour notre économie. On peut les balayer d'un revers de main en expliquant que la mondialisation, ça profite à un petit nombre et que les autres, bah, tant pis pour eux, ils seront en difficulté. Ça n'est évidemment pas ma vision. Donc, mon élection est une chance. Il n'y a pas de crainte à avoir. C'est une chance. C'est une chance précisément de renégocier avec l'Union européenne ce qui aujourd'hui plombe notre économie et plombe nos entreprises et plombe aussi, permettez-moi de penser à eux, le pouvoir d'achat des Français. Parce que, et j'en finirai par là, je comprends que vous, chef d'entreprise, vous réfléchissiez à ce qui est le meilleur pour vous, bien entendu. Moi, je ne pense pas que ce soit contradictoire, bien entendu, et aussi avec l'intérêt des Français, mais pensez à l'ensemble. Pensez au bien-être de la nation, pensez au bien-être de la patrie, pensez à ce que disait Ignace de Loyola, on ne peut pas être heureux tout seul. Marine Le Pen, que je vous demande d'applaudir et de remercier. Et François Fillon sera avec nous d'ici un quart d'heure.